Réponse au bombardement libyen au Tchad, la France va livrer des armes antiaériennes. Le dollar à 8 francs, la devise américaine a passé la barre ce matin à Paris. Entrave aux tireurs fous de l'été, une nouvelle réglementation sur les armes à feu annoncée par le ministre de l'Intérieur. Les aveux du tueur de l'Ardèche, Pascal Blanc, arrêté hier, a reconnu les 4 meurtres dont on le soupçonnait. Madame, Monsieur, bonsoir. La France ne change pas de position au Tchad, mais adapte son appui logistique au combat. C'est en ces termes que le Quai d'Orsay a expliqué tout à l'heure la décision française d'accroître encore son soutien au gouvernement de N'Djamena en lui livrant de l'armement antiaérien. En effet, hier après-midi, la ville de Faya-Largeau, reconquise par les forces gouvernementales, a été bombardée par l'aviation libyenne. Le colonel Kadhafi n'hésitant pas à intervenir directement pour enrayer la déroute de son allié Goukouni Ouédeye. Dès hier, le président Hissène Habré lançait un appel à l'aide à ses alliés et surtout à la France qui reste depuis l'indépendance du Tchad attachée à défendre la stabilité de la région et aussi sa propre influence. Patricia Coste. Le Tchad, depuis son indépendance en 1960, est composé de 2 parties qui ne se sont jamais réconciliées. D'une part, les populations du nord, la terre d'islam, d'autre part au sud, les terres des esclaves. Les forces françaises resteront, partiront, puis reviendront à la demande des différents gouvernements. Le premier président du Tchad, François Tombalbaye, était fils d'esclave. Il comptait prendre sa revanche sur ceux qui avaient exploité ses parents. Mais il n'arrivera jamais à contrôler ceux du Nord, les nomades Toubou, aidés par la Libye, avant même l'arrivée du colonel Kadhafi. En 1971, le président Tombalbaye passe un accord avec Kadhafi. Il obtient l'arrêt de l'aide libyenne aux rebelles du Nord en échange d'une bande de terrain tout à fait au nord du Tchad, riche en uranium, remise à Kadhafi. Mais les combats n'allaient pas s'arrêter pour autant. Hissène Habré, ici, collaborateur du président Tombalbaye, va rejoindre le chef des Toubou, Goukouni Ouédeye. Et c'est ce même Hissène Habré qui enlèvera Madame Claustre, une archéologue française, pour obtenir de l'argent et des armes pour les rebelles du Nord. Il fera aussi exécuter le commandant Galopin, qui avait été expédié pour traiter avec lui. Pendant ce temps-là, le pouvoir à N'Djamena, la capitale, change de main. Le général Maloum remplace François Tombalbaye, assassiné dans des conditions atroces. Offensive contre le général Maloum de Goukouni Ouédeye. La Légion étrangère française et les Jaguars sauveront provisoirement le gouvernement Maloum, qui prend Hissène Habré comme Premier ministre, Hissène Habré qui s'était brouillé avec les Libyens. Puis c'est au tour de Goukouni, massivement aidé par les Libyens, qui reprend N'Djamena. Puis en janvier 81, Kadhafi proclame la fusion du Tchad avec la Libye, ce qui incite Washington, Paris et certains pays africains, irrités par ce geste, à aider Hissène Habré, devenu rebelle. François Mitterrand, président de la République, obtiendra même que les troupes libyennes quittent N'Djamena. Mais Hissène Habré passe alors à l'attaque et la France aide le gouvernement légal, c'est-à-dire Goukouni, à résister. En vain. Hissène Habré prend N'Djamena et aujourd'hui la France aide Hissène Habré comme elle a toujours aidé, en vertu des accords de 1976, le gouvernement légal. Ce matin, l'aviation libyenne a recommencé à bombarder la ville de Faya-Largeau, mais semble-t-il avec une moindre intensité qu'hier. Si les visées du colonel Kadhafi sur le Tchad et sur l'Afrique ne sont pas neuves, son acharnement à les promouvoir lui vaut maintenant les foudres de Washington, qui condamne l'agression ouverte de l'armée libyenne et demande l'arrêt des bombardements et le retrait des forces libyennes du Tchad. Washington considère qu'il s'agit là d'une escalade dangereuse de la situation qui modifie la nature du conflit tchadien, alors que Paris, en consultation avec Washington en la matière, refuse au contraire d'admettre que le conflit tchadien change de nature, Jean-Marc Ilouz. C'est ça, Christiane, il n'y a plus qu'une nuance. Paris ne dit pas comme Washington donc que l'intervention libyenne change la nature du conflit. Disons que vu de France, on aurait plutôt l'impression que le bombardement de Faya-Largeau était en quelque sorte un coup de main libyen
aux alliés de Goukouni en difficulté un coup de main plutôt qu'une contre-offensive en règle. La France donc ne change pas de position au Tchad, mais elle ne peut ignorer, d'ailleurs ses amis africains ne sauraient le lui pardonner, elle ne peut ignorer que sous les coups des MiG-23 ou des MiG-24 de fabrication soviétique, la cuvette de Faye à Largeau pourrait être fatale au gouvernement légal, celui d'Hissène Habré. Mais il n'est pas question pour la France de participer directement à une escalade militaire. Non, les Jaguars basés au Gabon n'iront pas intercepter les chasseurs libyens, car la France a depuis 1976 avec le Tchad non pas des accords de défense, mais de simples accords de coopération militaire, qui dans leur article 4 stipulent que les coopérants français ne peuvent participer à des combats, à des opérations de guerre ou à des opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre. Mais en revanche, la France ne se privera pas de donner un sérieux coup de pouce en matériel à une armée tchadienne presque totalement dépourvue d'armes antiaériennes, armée tchadienne jugée cependant capable de consolider ses gains dans le nord-est une fois qu'elle aura été dotée des moyens de répondre au feu des pilotes libyens, à condition bien sûr de faire vite. Le dollar vaut un peu plus de 8 francs depuis ce matin, 8 francs 0,240 très exactement. C'était la cotation de la devise américaine aujourd'hui sur le marché d'échange à Paris. C'est le chiffre du jour bien sûr, même si l'escalade continue du billet vert depuis plusieurs jours s'effectue aux dépens du franc face aux devises européennes. Le Deutschmark notamment, le franc se tient bien. Pierre-Marie Thiaville. Le dollar est coté officiellement tous les jours vers 13h sur le marché d'échange, ici dans les sous-sols de la bourse. Mais dès le matin, les banques s'achètent et se vendent entre elles des dollars, ce qui permet d'obtenir une tendance. Et dès ce matin à 10h, on savait que le dollar allait dépasser les 8 francs. Il n'a pas manqué au rendez-vous sur le marché officiel, 8 francs 0,24. Rappelons les causes de cette escalade. Le dollar monte depuis 4 ans. Parce qu'aux États-Unis, les taux d'intérêt très élevés attirent les capitaux là-bas. Et il s'accélère, cette hausse s'accélère chaque fois qu'aux États-Unis, une voix officielle ou officieuse confirme le maintien de ces taux d'intérêt élevés. C'est ce qui se passe depuis une semaine. Et on craint même, dans un proche avenir, une hausse d'un demi-point des taux américains. Autrement dit, le dollar va continuer à monter. Rappelons aussi combien ça nous coûte. Si le dollar prend 1 franc en un an, et c'est ce qu'il a fait, c'est 20 milliards de plus à trouver pour le commerce extérieur. 4 fois ce que nous fait gagner le fameux contrôle d'échange. Rappelons que 40% de nos importations sont en dollars et bien entendu le pétrole. Une compensation toutefois, nos exportateurs ont plus de facilité parce que leurs produits sont moins chers. Dernière question, est-ce que le franc est menacé? Réponse, pas pour l'instant. Parce que si le franc baisse régulièrement par rapport au dollar, il est resté remarquablement stable au sein du SME et notamment par rapport aux marques qui restent depuis quelque temps toujours autour des 3 francs. En fait, le dollar monte par rapport à toutes les monnaies européennes. C'est donc ensemble que les Européens doivent faire face au problème et peut-être ensemble aussi qu'ils devraient réclamer à leurs amis américains de retenir leur monnaie. Pas question de laisser filer le chômage comme en Allemagne ou en Grande-Bretagne. Nous avons le devoir de gérer le chômage différemment des autres. C'est en ces termes, dans un entretien qu'a publié ce matin le Quotidien de Paris, que le Premier ministre Pierre Mauroy évoque le problème clé de notre politique économique. Le vrai remède au chômage, c'est davantage de croissance, affirme M. Mauroy, qui estime qu'il faut à la fois moderniser l'appareil productif, mieux gérer le stock des chômeurs et aussi partager plus le travail existant. Les mesures pour y parvenir font toujours l'objet de discussions entre Matignon et le ministre chargé de l'Emploi, Jacques Ralite. Elles devraient en principe être soumises au prochain des conseils des ministres. Laurent Carenzo. Le gouvernement met les bouchées doubles à l'heure actuelle pour tenter de freiner la montée inexorable du chômage. Dans son entretien au Quotidien de Paris, Pierre Mauroy a bien insisté sur la gestion sociale du chômage. Pour le Premier ministre, la gestion sociale, c'est donner à chaque chômeur la possibilité de rester un citoyen à part entière et de ne pas se sentir exclu du monde du travail. Les chômeurs, et particulièrement les jeunes, devront donc bénéficier d'une bonne formation professionnelle et d'allocations substantielles. Quant à ceux qui n'ont aucune chance de retrouver du travail, c'est-à-dire les plus de 55 ans, exerçant des métiers pénibles, ils devront partir en retraite et ne plus être considérés comme chômeurs. En revanche, le Premier ministre reste très discret sur le chapitre des licenciements inévitables à la rentrée. Doit-on accepter ces dégraissages massifs, quitte à gérer socialement ces nouveaux chômeurs, ou doit-on tout faire pour éviter cette hémorragie? Le débat est vif aujourd'hui au sein du gouvernement, et Jacques Ralite, ministre délégué à l'emploi, ne souhaite pas endosser les licenciements de la rentrée dans l'automobile,
le textile, la sidérurgie. Il est favorable, lui, à une sorte de gestion économique du chômage, passant par la création d'emplois et le refus des licenciements. Gestion économique, gestion sociale du chômage, en tout cas, c'est François Mitterrand qui devra trancher rapidement, car il y a 800 000 jeunes qui piaffent devant l'entrée du monde du travail. Il n'est pas question pour le gouvernement, a affirmé M. Mauroy dans son entretien au Quotidien de Paris, de laisser s'abîmer, je cite M. Mauroy, de laisser s'abîmer une génération de jeunes qui n'arrivent pas à entrer dans l'appareil économique. En matière d'emploi, les socialistes sont tombés en panne d'imagination, réplique aux propos de M. Mauroy, le Parti républicain. L'été, ce n'est pas seulement la chaleur qui accable une partie des vacanciers, ce sont aussi les coups de sang de ces gens qui empoignent une arme pour passer leurs nerfs. Hier encore, vous le savez, 2 enfants ont été blessés à Saint-Denis par un tireur à la carabine qui s'avère être un déséquilibré, interné plusieurs fois en hôpital psychiatrique. Il faut éviter que trop d'habitants de notre pays qui n'ont pas le contrôle d'eux-mêmes ou qui se laissent emporter par leurs nerfs utilisent des armes, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre. Invité tout à l'heure d'Antenne de Midi, M. Defferre a annoncé une nouvelle réglementation sur les armes à feu. On appelle les armes de poing, les revolvers et les pistolets seront soumis à autorisation, quel qu'il soit. En ce qui concerne les carabines et les fusils de plus de 10 coups, avec un chargeur donc, sont également soumis à autorisation. Seront aussi soumis à autorisation ce qu'on appelle les fusils à pompe, quand ils ont moins de 60 cm de long, ou certaines armes à canon repliable. Alors quand est-ce que ces mesures vont entrer en application? Ces mesures vont entrer en application, je pense, maintenant très vite. Comme ministre de l'Intérieur, il y a longtemps que j'avais proposé que ce décret soit pris, mais il est normal que dans les circuits administratifs, les choses soient examinées attentivement du point de vue de l'intérêt, par exemple, des fabricants d'armes ou des armuriers. J'ai moi-même reçu les syndicats d'armuriers et actuellement, les choses sont au point et donc le décret va sortir bientôt. Alors vous avez dit que les armes de chasse ne devraient pas être concernées par ces mesures. Non, les armes de chasse, les fusils de chasse ne sont pas concernés. D'abord, parce qu'ils sont beaucoup moins dangereux. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas transporter un fusil de chasse avec soi, sur soi, ou dans un sac, sans qu'il soit visible. Et en plus, ils sont très répandus. Ils n'ont jamais été réglementés en France, ils n'ont jamais été soumis à autorisation préalable. Et c'est pourquoi ils ont été écartés du texte du décret. 4 meurtres en un an, une longue traque dans les massifs de l'Ardèche qui s'est terminée hier après-midi dans un camping du Mont d'Or. Pascal Blanc, 23 ans, légionnaire, déserteur, devenu homme des bois. Pascal Blanc est bien le tueur de l'Ardèche. Il a avoué aujourd'hui ses crimes et il a été inculpé d'homicide volontaire et de vol. Jean-Marc Dubois. C'est sur ce banc, dans un square, que les gendarmes ont arrêté hier soir Pascal Blanc. Celui que l'on appelait le tueur de l'Ardèche vivait depuis quelques semaines dans un camping à Rocles, en Lozère. Il s'était fait inscrire sous le nom de Jean-Claude Kesserlin, le nom de celui qui a été sa dernière victime. Tout a commencé à Crevant-la-Veine, dans le Puy-de-Dôme. Le 22 juillet 1982, il tue Madame Michel Petit, directrice d'un foyer de réinsertion sociale. Le 23 avril dernier, on découvre dans le bois de Paille-Olive en Ardèche le corps d'Isabelle Alisson et de Philippe Vigneron, 2 jeunes Nancéens. Aussitôt, les gendarmes organisent de gigantesques battues pour retrouver celui que l'on appelle bientôt le tueur de l'Ardèche. Malgré un dispositif policier très important, il parvient toujours à passer au travers des pièges qu'on lui tend. Le maquis ardéchois facilite beaucoup la tâche de Pascal Blanc. Très vite, le tueur de l'Ardèche devient un mythe. On parle d'homme des bois, d'ermite. Les gens ont peur. Va-t-on bientôt l'arrêter? Mais pendant ce temps, les gendarmes continuent leur enquête. Ils savent qui est le tueur, ils ont trouvé sa photo près des corps des 2 Nancéens. Il y a quelque temps, il retrouve sa trace en Lozère. Nous avons localisé au terrain de camping la plage verte. Et à partir de ce moment-là, j'ai mis en place un dispositif en liaison avec la section de recherche de Clermont-Ferrand pour suivre ces faits et gestes toute la journée. Nous étions pris par le temps, il risquait d'éventer notre présence et il risquait de s'échapper. Donc il fallait faire très vite. Et parmi le personnel, nous avions des gens suffisamment décidés. Il fallait surtout opérer d'une manière très discrète pour éviter toute effusion dans la population du camping du Mont d'Or.
Ce matin, Pascal Blanc a tout avoué. Oui, c'est bien lui qui a tué 4 fois. Reste maintenant à comprendre pourquoi cet ancien légionnaire est devenu, à 23 ans, le tueur de l'Ardèche. Deux morts, 12 blessés, 23 interpellations, tel est le bilan des affrontements qui ont eu lieu samedi et dimanche entre Singhalais et Tamouls, entre ces deux ethnies qui s'entre-déchirent au large de l'Inde, dans l'île de Sri Lanka, autrement dit Ceylan. Mais ces affrontements-là ont eu lieu à Paris. Paris qui abrite une colonie assez importante de Sri Lankais, surtout de Tamouls, qui ont trouvé refuge en France. L'enquête de nos confrères de Paris-Île-de-France. Dans le 14e arrondissement à Paris, une petite communauté tamoule s'est constituée. Le bouche à oreille a fait d'un ancien hôtel le point de chute de ces immigrés sri-lankais. Les Tamouls à Paris, c'est 8 à 10 000 personnes selon les estimations. La plupart réclament le statut de réfugiés politiques. En attendant de l'obtenir, ils vivent clandestinement dans la capitale. Ils sont venus en France pour fuir les persécutions. Dans leur pays, ils étaient professeurs, étudiants, techniciens, fonctionnaires. Ici, ils sont employés de maison, plongeurs dans les restaurants ou balayeurs. Depuis le début des incidents entre Tamouls et Singhalais, la peur s'est installée chez ces immigrés tranquilles. Ils ont peur d'abord pour leur famille restée au pays. Depuis plusieurs jours, ils ne parviennent pas à avoir de nouvelles au téléphone. Pas de lettres non plus. Peur également d'être agressés par des membres de la communauté rivale. Une crainte partagée par ceux d'en face. Mais ces hommes qui ont tout perdu en émigrant refusent l'engrenage de la violence. Au Sri Lanka, j'étais haut fonctionnaire, j'étais responsable d'un service avec 40 personnes qui travaillaient sous mes ordres. Le gouvernement m'avait attribué une maison, j'avais un cuisinier, une voiture officielle et un chauffeur à ma disposition. Ma femme était professeure, économiquement je vivais très confortablement. Ici, en revanche, je vis dans un squat, on n'a même pas d'eau chaude, pas d'aération, pas d'endroit où dormir correctement, nous n'avons qu'un seul lit, il y a 4 personnes qui dorment dessus et 2 autres par terre. Je hais la violence, nous avons été victimes de la violence au Sri Lanka, alors nous ne voulons vraiment pas de la violence. Nous haïssons la violence. I hate violence because we have seen pretty violence in Sri Lanka. So we don't want violence here and we hate violence. Ce sentiment, tout le monde ne le partage pas. Certains jeunes sont plus virulents. Pour eux, les Singhalais doivent payer ici les violences dont ils sont responsables là-bas au Sri Lanka. Un langage pour l'instant minoritaire chez les Tamouls. Il y a quelques jours, Tamouls et Singhalais se côtoyaient. En 48 heures, le drame de leur pays a relancé les passions jusqu'ici. Et ce soir, si les Tamouls souhaitent le retour au calme, les Singhalais aussi. Nous n'approuvons pas les bagarres, les assassinats, toutes les choses qui se produisent actuellement à Sri Lanka. Ce n'est pas une solution pour notre problème. Mais malheureusement, il y a des groupes extrémistes qui essayent de profiter, attaquer les Singhalais, qui sont tout à fait pacifistes. Des groupes extrémistes en France? Des groupes extrémistes originaires de Sri Lanka. Et qui viendraient en France? Qui vivent en France. Et il y a des Tamouls qui sont vraiment très très modérés. Il y a beaucoup de Tamouls que je connais très très bien, alors qui n'approuvent pas du tout ces problèmes, ces événements en France. Est-ce que vous pensez pouvoir rétablir le calme? Bien sûr, alors ça c'est pour rétablir le calme, tous les deux côtés doivent comprendre. Le Paris n'est pas un terrain pour manifester les événements comme ça. Ce n'est pas votre intérêt? Ce n'est pas notre intérêt, pas du tout. Dans l'île même, à Sri Lanka, le régime met en cause un complot de l'étranger qui aurait attisé les récentes émeutes ethniques. Une trentaine de militants marxistes ont été arrêtés et la censure sur la presse se fait plus pesante encore. Colombo, ce matin, le couvre-feu en vigueur depuis vendredi soir au Sri Lanka a été levé quelques heures. La population a pu de nouveau sortir afin de s'approvisionner après plus de 48 heures de claustration. Ce matin, la foule a fait oublier la présence de l'armée à tous les points névralgiques de la capitale. Mais ceux qui se sont rendus au marché ont constaté les premières conséquences de la vague de violence de la semaine dernière.
Mis à part le rationnement, le prix des produits alimentaires de base a parfois quadruplé à certains étalages. Le gouvernement affirme qu'il n'y a pas pénurie, c'est l'acheminement des produits qui s'effectue mal, dit-on à Colombo. Le fait est que la capitale avait ce matin l'allure d'une ville ordinaire, l'animation dans les rues et l'activité en apparence normale y sont pour quelque chose. Cependant, au-delà des scènes de marché et des mouvements de navires dans le port, les Tamouls, les victimes des émeutes raciales, fuient la capitale pour se réfugier vers le nord du pays. On dénombre déjà 14 camps de réfugiés où s'entassent environ 50 000 Tamouls. Ils y sont partis d'eux-mêmes ou y ont été convoyés à bord des cargos réquisitionnés par le gouvernement. Les informations qui nous parviennent de Colombo sont filtrées par la censure. C'est le cas des dépêches de l'agence France-Presse à l'aide desquelles nous commentons ces images. De plus, le ministère de la Défense a interdit aux photographes et aux reporters de télévision de travailler au cours des prochains jours. Toute information concernant les réfugiés tamouls fait l'objet d'une censure absolue. Violent combat aujourd'hui au Liban, dans la plaine de la Bekaa, entre loyalistes et dissidents de l'OLP. Cette fois-ci, c'est la région de Baalbek qui est touchée par les bombardements. Bruno Albin. C'est notamment ici, au bord de la route de Damas, près de Shtora, que les affrontements ont repris avant-hier soir entre les factions qui s'opposent au sein de l'OLP. Ici, un quartier général des combattants fidèles à Yasser Arafat a été pris sous le feu des dissidents de la centrale palestinienne. Mais les combats ne se sont pas limités à cette zone. Dès hier soir à 22 h, les tirs d'artillerie lourde et les mouvements de blindés avaient repris dans plusieurs localités de la plaine de la Bekaa. C'était la rupture d'un fragile cessez-le-feu intervenu vendredi par l'entremise des partis de la gauche libanaise. Aujourd'hui, les bombardements sur la ville de Baalbek ont fait de nombreuses victimes. Selon un porte-parole des combattants loyalistes, les combats n'opposaient pas seulement les deux tendances rivales du Fatah, mais les troupes syriennes elles-mêmes sont intervenues pour encercler une brigade palestinienne. Ces nouveaux affrontements entre Palestiniens se déroulaient alors même que le nouvel envoyé spécial américain au Proche-Orient commence ses entretiens avec les responsables politiques libanais en vue du départ des troupes étrangères du Liban. Ces entretiens ont débuté tandis que l'armée israélienne installe ses défenses sur la ligne de redéploiement de ses troupes le long du fleuve Awali, un redéploiement qui sera la première étape d'un retrait total de l'armée israélienne du Liban. Mais ce départ total, dit-on à Jérusalem, n'aura lieu que si toutes les autres forces étrangères l'effectuent simultanément. La Syrie maintiendra ses troupes au Liban tant qu'Israël n'aura pas retiré les siennes, a réaffirmé de son côté aujourd'hui le président syrien Assad. Encore des prières pour solidarité en Pologne. Hier soir à Varsovie, 4 à 5 000 personnes ont prié dans une église de la ville pour la réalisation des idéaux du mois d'août 80. Et pour la première fois depuis la levée de l'état de siège, la milice a dû intervenir hier soir à Varsovie pour disperser d'autres fidèles rassemblés autour de la croix de fleurs de l'église Sainte-Anne et qui criaient des slogans hostiles au régime et favorables à Solidarité. Quant à Lech Walesa, qui a repris aujourd'hui son travail à Gdansk, il a réaffirmé hier soir que le syndicat dissous fêterait le 31 août prochain l'anniversaire des accords de Gdansk. En ce lundi 1er août, n'oublions pas pour autant les vacances qui commencent ou qui se poursuivent pour bon nombre d'entre vous. Tout à l'heure, dans notre dernier journal, à 22 h 40, Isabelle Béchler discutera de la qualité des vacances en Savoie et dans le Dauphiné avec le délégué régional au tourisme, Roger Mich-Baron, et notre confrère du Dauphiné libéré, Jacques Mourican. Soulagement en Corse, les incendies qui ravageaient depuis plusieurs jours la Corse du Sud sont maintenant calmés. Dans quelques instants, nous espérons recevoir le bilan, le reportage de notre envoyé spécial François Cornet. En attendant, l'héroïne du jour à Bar-le-Duc en tout cas, s'appelle Léondine Chasseresse, armée d'une plume d'oie. Elle a, à 82 ans, remporté un championnat du monde, celui des épépineuses de Groseille. Henriette Chardac. Les groseilles et leurs pépins sont en route.
Premier championnat du monde des pépineuses de Groseille à Bar-le-Duc. Dimanche, chaque candidat avait affûté sa plume d'oie pour déloger délicatement les 7 à 8 pépins contenus dans les grains. Il fallait des yeux de lynx, des doigts de fée, surtout en pleine canicule. Le but de l'opération, fabriquer une confiture de luxe surnommée caviar français. Marie Stuart l'appréciait, Alfred Hitchcock en raffolait pour son petit déjeuner, sans doute à cause de la couleur. Après 2 heures de combat, la gagnante, Madame Chasserez, 82 ans. Parlons du temps maintenant et d'abord des orages qui ont troublé ces derniers jours les vacances de bien des campeurs, Alain Gillot-Pétré. Il n'y a eu que 7 blessés légers, ça aurait pu être pire. À n'en pas douter, c'est une petite tornade qui a dévasté hier le camping d'Armanville dans la Manche. Phénomène rare heureusement, mais excessivement violent, avec un effet d'aspiration qui a soufflé nombre de caravanes et tracé dans le paysage une saignée de 1 km de long sur 200 mètres de large. Née d'un puissant cumulonimbus, les tornades vivent en général peu de temps. Celle d'hier n'a pas duré la minute et reste très localisée. On s'en félicite quand on voit les dégâts qu'elle provoque. Quant à nous, demain, eh bien, nous aurons, comme sur cette diapositive, un coup de frais car nous avons changé d'anticyclone et nous avons changé de masse d'air. Regardez la photo satellite. Voici tous les nuages d'aujourd'hui. Voici la dépression qui nous les a apportés. Cette dépression s'en va, tandis qu'ici, l'anticyclone des Açores arrive. Mais il arrive comme ceci, ce qui fait que le vent a viré au nord-ouest et que donc nous aurons des températures un peu plus fraîches. Par exemple, nous allons descendre en dessous de 20 degrés. Mais oui, tout arrive. En attendant, le temps pour demain, c'est assez simple. Les orages vont continuer quand même à faire quelques dégâts, enfin espérons qu'ils n'en feront pas trop tout de même. Enfin, ils continueront leur déplacement vers le sud-est, disons du Jura aux Alpes et à la Corse en fin de journée. Après qu'ils seront passés, le Mistral et la Tramontane se lèveront. Partout ailleurs, c'est un temps variable, plutôt beau, la situation est anticyclonique, le baromètre est tout de même à la hausse. Il y aura quelques passages nuageux, moins abondants sur l'Aquitaine et le sud. Beaucoup plus abondant en revanche sur le nord-ouest où il fera nettement plus frais et avec encore des averses qui auront tendance à gagner sur la moitié nord du pays en fin de journée. Mais dans l'ensemble, c'est quand même du beau temps. Les températures en revanche sont vraiment à la baisse pour le 2e jour consécutif. Cela va de 18 degrés, et oui 18, moins de 20 degrés sur les côtes de la Manche à simplement 32 degrés à Bastia, mais 32 degrés c'est le maximum prévu, ce qui ne veut pas dire qu'en fin de journée il ne fera pas moins que cela. 22 à Paris, 24 à Strasbourg, 19 à Limoges, 19 à Biarritz, 30 degrés à Perpignan et 19 enfin à Brest. Demain, mardi 2 août, 3 minutes de soleil en moins, levé 6h26, couché 21h27. C'est le dernier quartier de lune, ma foi, et la fête de Saint-Julien est marre. C'est très joli. Un mot d'un genou célèbre, celui de Bernard Hinault. Notre champion cycliste sera très certainement opéré. C'est ce qu'a indiqué cet après-midi le docteur Maigret dans un communiqué. Le médecin personnel du champion breton a précisé que la décision définitive sera prise dans les 48 heures à venir après de nouveaux examens. Voilà, à 22h40, c'est Isabelle Béchler qui vous présentera notre édition de la nuit. Demain, 12h45, antenne de midi, 18h30, c'est la vie. Et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée.